Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire et bienvenue à vous sur notre plateau. Alors vous le savez, au XVIe siècle, sur le continent européen, l'unité chrétienne a été brisée. Ainsi, pour la première fois, la question des rapports entre l'État et les minorités religieuses s'est posée. Le Royaume de France a lui aussi subi le choc de plein fouet dans la mesure où il a dû faire face très rapidement à une croissance exceptionnelle du protestantisme. L'émission Au risque de l'histoire vous propose de mieux comprendre cette minorité religieuse, ce que nous appelons communément la France huguenote. Comment précisément cette minorité religieuse se développe? Quelles sont les institutions qui vont permettre ce développement? Quelles étaient leurs ambitions? Comment ont-ils créé une unité de vue, de pratique, mais aussi de doctrine? Enfin, quelle a été la nature des relations entre huguenots et la couronne de France? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec deux historiens, Hugues Daucy et Philippe Scharrer. Philippe Scharrer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Pau. Vous présidez alors ce que l'on appelait avant le Centre d'études du protestantisme béarnais. Depuis 1995, il a changé de nom. Il s'appelle Histoire et patrimoine protestant des Pays de l'Adour. Très bien. Et donc, comme le montre votre accent, vous venez du Sud. On reviendra sur cette question géographique du Sud-Ouest. Hugues Daucy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Franche-Comté. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois sur ce plateau, puisque nous avions réalisé une émission ensemble avec Jérémy Foa, qui est un de vos collègues, sur les guerres de religion. Et alors, tous deux, vous avez dirigé un ouvrage absolument magistral, une somme, La France huguenote, histoire institutionnelle d'une minorité religieuse sur 3 siècles, donc 16e, 18e siècle, de la naissance de cette France huguenote à la Révolution française. Un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes. Les presses universitaires de Rennes publient de nombreux, je le dis à chaque fois, de nombreux livres, de nombreuses études sur l'histoire du christianisme, et elles sont bien évidemment excellentes. Alors, je me tourne vers vous, Hugues Daucy. Peut-être d'abord une question de terminologie. C'est vrai que le terme de huguenot est un terme qu'on rencontre moins et on lui préfère celui de protestant. Quelle différence entre ces huguenots, ces protestants, ces luthériens, ces calvinistes? Alors le terme protestant est un terme qui est utilisé de manière générique pour qualifier tous ceux qui adhèrent à une confession issue de la Réforme, qu'il s'agisse des luthériens, des calvinistes, des anglicans. Le terme huguenot, lui, s'applique uniquement à la minorité réformée française dans un contexte particulier. C'est un terme qui est né en 1560 à la suite d'un événement qu'on appelle la Conjuration d'Amboise, qui était une tentative de la moyenne noblesse réformée française de s'approcher du roi pour lui demander la disgrâce de ses mauvais conseillers catholiques, les Guises. Et au terme de cette tentative, les huguenots ont été considérés comme des rebelles. Et à la base, le terme huguenot a été choisi par les détracteurs des réformés français pour les condamner de manière péjorative, pour les désigner comme rebelles. Et puis petit à petit, ce mot huguenot a perdu sa connotation péjorative et il a été adopté par les réformés français eux-mêmes pour les qualifier. Mais pour les qualifier dans un contexte particulier, toujours dans la dimension politique et militaire de leur action. Donc on a adopté le mot réformé pour la dimension religieuse et le mot huguenot pour la dimension politique et militaire. Alors, on va revenir précisément sur ces deux domaines, le spirituel, le temporel, le religieux et le politique. Ces huguenots sont luthériens, calvinistes, où on rencontre les deux tendances? Ah non, ce ne sont que des calvinistes. Ce sont que des calvinistes. Que des calvinistes. On a coutume de désigner dans un premier temps tous les protestants, entre guillemets, comme des luthériens, parce que c'est le terme qu'employaient les catholiques pour les désigner. Et puis petit à petit,
avec l'apparition de la minorité calviniste en France, on n'emploie pas le terme calviniste vraiment au XVIe siècle, on utilise le terme réformé. Calviniste, c'est un terme qui sera employé un petit peu plus tard et qui est toujours péjoratif pour désigner ceux qui sont de la secte de Calvin, c'est-à-dire une secte hérétique. Qu'est-ce qui distingue, Philippe Scharrer, les calvinistes des luthériens en quelques mots? Alors les calvinistes sont issus de la seconde vague de la Réformation, celle qui a été conduite par Calvin à Genève, où il a accueilli de nombreux réfugiés français qui fuyaient les persécutions au temps du règne d'Henri II. Et c'est dans ce laboratoire genevois que s'est mise en place une nouvelle forme d'église qui sort du système que l'on connaissait jusqu'à présent, qui est un système épiscopalien, donc des églises dirigées par des évêques. Et désormais, ce que met en place à Genève et dans l'ensemble helvétique par la suite Calvin, c'est une église qui est conçue dans un monde urbain et donc qui va fonctionner selon un système d'assemblées. Des assemblées représentatives dans lesquelles on va retrouver des pasteurs et des membres de la communauté. Le modèle est initié par Zwingli à Zurich, il est perfectionné par Colampad à Bâle, et puis c'est à Strasbourg que Calvin va découvrir que dans la direction de l'Église, on peut ajouter des diacres, on peut ajouter des docteurs de l'Église, des docteurs en théologie, et Calvin va codifier tout ceci à Genève, en définissant les 4 ministères de l'Église, la prédication, le ministère de la parole, le ministère des diacres, le ministère des docteurs et le 4e qui m'échappe, celui des anciens. Celui des anciens. Voilà. Alors, on va revenir sur l'institution même, comment précisément la France huguenote va développer, absorber, voire changer, modifier cette structure institutionnelle. Peut-être revenir aux origines. Ces communautés se développent géographiquement, il s'agit d'une progression fulgurante, alors qu'il s'agissait de groupuscules. Comment expliquer cette progression, Hugues Daucy ? Alors, la progression n'est pas vraiment fulgurante, disons que c'est leur apparition au grand jour qui est fulgurante. Il faut distinguer 2 phases. Il y a une première phase d'expansion clandestine de la réforme calviniste en France. Et là, on a des communautés qui apparaissent de manière secrète, qui s'implantent dans différentes localités du Royaume de France. On sait par exemple que toutes les provinces du Royaume ont été touchées au début, même s'il y avait une prévalence un peu dans ce qu'on appelle le croissant réformé, le croissant huguenot, qui est en gros une zone qui s'étend de l'Aunis avec La Rochelle jusqu'au Dauphiné, en passant par la Guyenne, le Languedoc. Donc voilà, on a cette implantation plus forte. Mais dès le début, les communautés ont couvert tout le Royaume de France. Par exemple, en Normandie, il y avait énormément de communautés. Donc, clandestinement, elles se sont progressivement implantées, on va dire, au cours de la décennie 1540 et de la première moitié de la décennie 1550. Leur apparition fulgurante, elle est liée au fait qu'à un moment donné, à l'initiation de Calvin, à l'instigation de Calvin, elles sortent de la clandestinité. Et donc, on a l'impression, tout d'un coup, d'une efflorescence extraordinaire de ces communautés, alors qu'elles étaient bien là, mais qu'elles étaient cachées. Donc, voilà, donc il y a 2 phénomènes. Il y a une implantation, effectivement, très progressive et massive, et puis un surgissement soudain. Alors, je vais montrer à l'écran, si on voit parfaitement ce croissant que vous évoquez. Pourquoi ce croissant ? Pourquoi le sud-ouest ? Comment l'expliquer, cette présence dans le sud-ouest ? Philippe Scharrer, est-ce qu'il y a une sorte de tradition de révolte, de contestation des institutions établies ? C'est difficile à dire ? C'est assez difficile à expliquer. En fait, le croissant huguenot, il s'est précisé, il est aussi le fruit d'une rétractation d'un projet plus global qui était la conversion de la France. Et donc là, ce sont les églises qui apparaissent, celles qui ont surtout résisté. Et si on regarde bien, autour de quoi tourne le croissant huguenot ? Il tourne autour de la capitale, Paris, c'est-à-dire le pouvoir de la royauté. Donc il montre que les communautés cachées dont parlait Hugues ont été quand même plus violemment persécutées dans ces régions-là. Et donc plus à l'extérieur, dans ce croissant, eh bien, ces communautés ont pu se développer plus librement.
et donc sortir au grand jour dans les années 1560, avec des modèles d'implantation qui sont assez différents. Dans la vallée du Rhône et le Bas-Languedoc, on est dans une zone très urbanisée. C'est un protestantisme essentiellement urbain qui va se mettre en place. Et puis dans un espace ouest et même normand, ne pas oublier la Normandie, qui est une grande région protestante au XVIe et XVIIe siècle, on a une implantation qui est favorisée davantage, non pas par la densité de la population et les structures urbaines, mais par la présence de grandes familles féodales qui vont s'impliquer dans les conflits dont on parlera sans doute et qui vont défendre et protéger ces communautés parce que certaines familles ont été sensibles au message de la Réforme. Et venant de Pau, je ne peux qu'évoquer que la famille des Albret-Bourbon, qui va jouer un rôle déterminant dans le XVIe siècle jusqu'à l'arrivée à la montée sur le trône d'Henri de Navarre, qui deviendra Henri de France. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est de voir que, au fond, les églises réformées de France souhaitent gagner le soutien des autorités politiques. Elles comprennent qu'il faut conquérir le pouvoir. Elles ont de grandes ambitions ? Oui, Calvin avait pour ambition de convertir le royaume de France à la Réforme. Et il imaginait vraiment qu'il y réussirait. Et pour convertir le royaume de France, il était obligé, bien sûr, de convertir le roi. Et pour toucher le roi, il fallait des porte-paroles de la minorité réformée au sein de la grande noblesse. Et donc la démarche de Calvin, ça a été de convertir toute une série de grands personnages à la Réforme pour qu'ils puissent ensuite être, en quelque sorte, ses émissaires auprès du roi et auprès de la cour. Donc c'est une véritable ambition qu'il avait, effectivement, une ambition politique. Il y a une forme de loyalisme. D'ailleurs, là, on voit bien à la fois chez saint Paul, chez saint Pierre, la lettre, il y a un loyalisme du christianisme à l'autorité. On retrouve ce loyalisme chez les Huguenots ? Tout à fait. Toute autorité vient de Dieu et les Huguenots ne contestent pas le pouvoir royal ni le système politique. Ce qu'ils veulent, c'est convertir, c'est succéder à une église qu'ils considèrent comme déclinante et la rénover. Et la rénover dans le cas du royaume, et si possible avec l'aide du roi. Et c'est ce qu'ils vont tenter de faire dans les premières années, tout au moins jusqu'à la Saint-Barthélemy. Il y a ce loyalisme, ce légalisme huguenotie, mais est-ce que malgré tout, au sein de ces huguenots, vous avez quelques révolutionnaires, des personnages qui n'ont pas cet état d'esprit à l'égard des autorités politiques ? Oui, alors la pensée de Calvin est à la fois claire et ambiguë. Donc, dans l'Institution de la religion chrétienne, qui est son ouvrage majeur, dans le chapitre 20, qui est consacré au gouvernement civil, il dit effectivement que tout pouvoir vient de Dieu et qu'il faut obéir aux autorités instituées par Dieu. Oui. Mais il insère une toute petite nuance, c'est aussi longtemps que ces autorités ne contraignent pas à désobéir à Dieu, donc ne contraignent pas le fidèle à aller contre la volonté de Dieu. Et aller contre la volonté de Dieu, c'est le contraindre à idolâtrer. Et donc finalement à ne pas suivre, dans l'esprit des calvinistes, la réforme. Donc il y a une petite porte qui est ouverte. Et dans cette petite porte entrouverte, il y a toute une série de penseurs qui vont se jeter pour concevoir une pensée alternative à cette pensée officielle de l'obéissance aux autorités, qui va peu à peu élaborer des théories d'obéissance conditionnelle et qui vont aboutir à un moment donné, après la Saint-Barthélemy, à ce qu'on appelle les théories du contrat, les théories monarchomaques, qui là seront beaucoup plus radicales. Donc effectivement, il y a un courant minoritaire qui conteste. Alors pour nos téléspectateurs, les théories monarchomaques ? Alors, les théories monarchomaques sont des théories qui ont été conçues par toute une série de théoriciens, de polémistes huguenots, après le massacre de la Saint-Barthélemy, parce que le massacre de la Saint-Barthélemy a été considéré comme une trahison du roi qui a fait exécuter ses sujets protestants. Et donc ça a été considéré comme un acte de tyrannie, et les monarchomaques veulent lutter contre la tyrannie. Et donc ces théoriciens développent une pensée cohérente qui explique que pour lutter contre la tyrannie, il faut mettre des garde-fous au pouvoir du roi, et ces garde-fous, c'est le contrat et l'obéissance conditionnelle. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non ? Est-ce qu'on peut comparer le protestantisme
puisque nous n'avons pas parlé de Rome, or Rome est très importante, est-ce qu'on peut comparer ces réformateurs à une forme de gallicanisme? Est-ce que leur volonté, au fond, vis-à-vis du pouvoir royal, rejoint une forme de gallicanisme? Je rappelle pour nos auditeurs que le gallicanisme, c'est la théorie qui développe, au fond, l'indépendance de l'Église vis-à-vis de Rome. Non, je ne pense pas qu'on puisse véritablement le rapprocher. À un moment donné, les réformés français se sont saisis du gallicanisme. Ils s'en sont saisis précisément pour lutter contre Rome. Et pour dire, voilà, nous finalement, on défend le roi, on défend le royaume, le pape, c'est l'antéchrist, et il n'a pas à se mêler des affaires temporelles du royaume de France. Donc ils se sont rapprochés un peu du gallicanisme dans ce sens-là, mais je ne crois pas qu'on puisse véritablement rapprocher leur démarche. Philippe Scharrer ? Je pense que c'est au-delà du gallicanisme. C'est-à-dire que tous les mouvements de réforme s'insèrent, ceux qui réussissent, dans le cadre d'un État. Lorsqu'on crée une nouvelle Église et qu'on se détache de Rome, qui va être le protecteur de l'Église et quel va être le cadre institutionnel, pour revenir à notre ouvrage? Le seul protecteur peut être un prince, le chef d'un État ou éventuellement une république urbaine. Et donc la réforme, par définition, du fait qu'elle n'a pas pu emporter l'ensemble de la chrétienté, va s'installer dans le cadre des États et constituer des églises nationales qu'on appellera l'église anglicane, l'église luthérienne d'Allemagne, où chaque État aura d'ailleurs va faire ses choix entre calvinistes et luthériens. Et la France aurait pu devenir un État calviniste, et donc quelque chose de plus que gallican, en rupture complète avec Rome, une église nationale comme le sont toutes les églises protestantes du temps. Alors c'est intéressant parce que vous anticipez la suite de ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au fond à vouloir ce lien avec le monde politique et en même temps, de ce qu'on comprend à la lecture de votre ouvrage, que les églises réformées souhaitaient précisément séparer le spirituel du temporel? Oui, mais séparer le spirituel du temporel, c'est une nécessité pour les réformés français, parce que si on remonte un petit peu plus en amont, en 1540, François Ier avait publié une ordonnance dans laquelle il assimilait l'hérésie à la sédition. En d'autres termes, un hérétique, donc quelqu'un qui ne pratiquait pas la même religion que le roi, était considéré comme naturellement séditieux. À partir du moment où on était protestant, donc calviniste, eh bien on était un mauvais sujet, par définition. Donc toute l'idée des protestants est d'aller contre cette théorie et d'expliquer, au contraire, qu'on peut très bien être protestant et donc ne pas pratiquer la même religion que le roi et être un très bon sujet. Et pour arriver à affirmer cela, il faut séparer les deux sphères, soigneusement, la sphère politique et la sphère religieuse. Donc c'est une nécessité pour les réformés que de le faire, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et c'est ce qui leur a permis, petit à petit, d'obtenir que leur soit concédé un statut légal qui est consacré par l'édit de Nantes. Et l'édit de Nantes, c'est la consécration de la séparation des deux sphères. Philippe Scharrer ? Cette séparation n'était pas évidente au début de la Réforme. On a eu des expériences précédentes à la Réforme française. On a eu l'érastianisme de Zurich, donc où c'est l'État qui s'empare de la chose religieuse et qui gère l'Église. On a le cas anglais qu'on a qualifié de césaropapisme avec Henri VIII. Mais très rapidement, les réformateurs sont revenus à la tradition chrétienne de la séparation des églises et de l'État, et en particulier en raison de conflits qui se sont développés, pour la sphère qui nous intéresse, nous, dans la Suisse romande et même alémanique, à propos de la question des biens d'église. Parce que quand une nouvelle église se crée, eh bien, elle prend la succession de l'ancienne et récupère ses biens. Donc, et là, qui gère les biens? Et il y a des intérêts considérables parce que les biens d'église sont importants. Sont extrêmement importants. Et donc, les villes, les municipalités cherchent à mettre à la main sur ces biens. Et alors que les églises, les nouvelles églises, cherchent au contraire à en garder la possession pour le bon usage, pour éviter que les municipalités n'aliènent une partie de ces biens à des fins plus ou moins
avouable. Et donc, c'est l'occasion d'un grand conflit entre Pierre Viret, celui qui a accueilli Calvin à Genève, et qui va ensuite diffuser la réforme en France au début des années 1560, qui va donc être chassé de Lausanne, donc, qui était la ville qu'il avait réformée, en raison d'une opposition avec les seigneurs de Berne au sujet de la gestion des biens d'église qu'il voulait garder sous la direction, dans une direction ecclésiastique, pour l'entretien bien entendu de l'Église, mais aussi surtout des pauvres. Et donc c'est pour cela que Pierre Viret va être chassé de Lausanne, va arriver à Genève et ensuite venir diffuser cette réforme en France. Et Pierre Viret a tout ce bagage en lui et il va le diffuser auprès des réformés français. Hugues Daucy ? Oui, non, effectivement. J'ai rien à ajouter à ce que dit Philippe de ce point de vue-là. On a cette espèce d'héritage qui vient de la réforme helvétique et qui est exportée vers la France, voilà, et qui, du point de vue politique, joue ce rôle fondateur. Il y a un apport étranger. Je souhaiterais ouvrir une longue parenthèse, on va dire, sur la vie quotidienne, au fond, de ces huguenots. Tout d'abord, où se rassemblent-ils localement ? Vous le disiez tout à l'heure, au début de l'émission, il y a deux mouvements. Il y a eu d'abord un mouvement clandestin, puis ensuite ils sont sortis au grand jour. Au début, dans la clandestinité, ils se rassemblent dans les maisons. Oui, ils se rassemblent où ils peuvent, dans des maisons, dans des caves, dans des granges, enfin dans des lieux dans lesquels ils risquent de ne pas être surpris, souvent nuitamment. Souvent les réunions, les cultes sont célébrés de nuit, dans des endroits discrets pour éviter de tomber sous le coup des autorités, parce que les édits répressifs sont très durs, les édits qui ont été publiés par François Ier puis par Henri II. Donc on essaie de ne pas apparaître et d'être discret. Donc oui, on se réunit partout, et tout endroit dans lequel on pratique le culte est réputé être un temple. Donc on n'a pas besoin d'avoir une construction ad hoc. Oui. Voilà. Et alors justement, quand est-ce qu'apparaissent les premiers temples À partir de 1555, c'est là que véritablement les églises, on va employer le terme qui est utilisé à l'époque, sont dressées. Dressées, c'est-à-dire qu'elles sont pourvues d'un lieu de culte, d'un consistoire et d'un pasteur. Donc elles sont institutionnalisées en quelque sorte. C'est là qu'apparaissent les premiers temples. Tous les points que je montrais sur la carte tout à l'heure sont des points où se trouvait à la fois une communauté et des temples, des églises ? Alors, on a des incertitudes liées à la documentation disponible. Oui, ce que vous abordez d'ailleurs dans l'introduction, parce qu'il y a eu énormément de documents qui ont été détruits. Bien sûr, une minorité qui doit vivre clandestinement évite de laisser des traces. Donc bien souvent, les réformés ont détruit leurs propres archives, par sécurité. D'autres ont été perdus au gré des vicissitudes de leur histoire. Et puis enfin, le reste a été confisqué bien souvent par les autorités monarchiques à partir du moment où les églises ont été vaincues, petit à petit, à partir de 1629 puis au-delà. Tout a été transféré bien souvent à Paris, à la Chambre des comptes, qui a brûlé elle-même au XVIIIe siècle. On a eu énormément de pertes. Voilà. Donc, sur la base de la documentation existante, ce qu'on a encore à disposition, eh bien, on sait qu'il y a eu environ, mais c'est un chiffre un petit peu grossier, 2150 communautés réformées actives en 1562. Et sur ces 2150 communautés actives, il y avait entre 800 et 1300 églises dressées, donc pourvues d'un temple et d'un consistoire. Donc vous voyez, la fourchette est large. Et les points qu'on voit sur la carte que vous avez montrée, eh bien, ce sont ces églises potentiellement dressées. Voilà. Alors, vous utilisez le terme de consistoire, il y a aussi des synodes nationaux, provinciaux, des colloques également. Comment décrire tout cet univers? Quelle est la différence entre un consistoire et un synode, par exemple? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les églises réformées fonctionnent selon un système représentatif d'assemblée. C'est très démocratique, donc. C'est représentatif. C'est représentatif. Vous ne voulez pas utiliser le terme de démocratie? Il faudrait qu'il y ait un vote de l'ensemble. Oui. On n'est pas dans le... Le mot démocratie est un mot actuel. À l'époque, on parle de républicains, mais les républicains de cette époque-là ne sont pas des démocrates. Donc, c'est une question de vocabulaire. Donc, je dirais représentatif. Donc, il y a un premier niveau, c'est celui des paroisses. Il est administré par
localement une assemblée constituée par le pasteur, les anciens et les diacres. Et éventuellement, s'il y a une académie réformée, des docteurs en théologie. Les 4 ministères. Donc ils sont nommés pour 1 an, 2 ans. Le nombre varie selon la taille des communautés, entre 6 et 12, 14. C'est assez variable. L'institution existe, mais il y a beaucoup de... Ce qui frappe dans ce système huguenot, c'est son extrême capacité d'adaptation. Voilà, donc c'est l'Assemblée locale qui se réunit en général 1 à 2 fois par semaine, surtout dans les grandes villes, pour traiter les affaires de la communauté. Cette Assemblée locale va envoyer 2 membres, un pasteur et un ancien, à une assemblée régionale qu'on appelle le synode régional, qui va traiter des affaires, des conflits entre les églises, et puis de l'application du règlement de l'Église qu'on appelle la discipline, va rappeler les bonnes pratiques que doivent avoir ces églises, et puis aussi va gérer au quotidien l'enseignement, l'éducation dans les collèges et les académies. Et puis il y a un 3e niveau qui est le synode national. Alors les synodes nationaux se réunissent 1 à 2 fois par an. Et avec les consistoires, ils vont se réunir quasiment jusqu'à la révocation des dits de Nantes. Ces synodes provinciaux délèguent 4 personnes chacun, donc il y en a entre 14 et 19, le nombre se stabilise autour de 14, 4 membres, 2 pasteurs, 2 anciens au synode national. Et c'est là que se décident les questions de dogme en particulier, les questions de révision de la discipline ecclésiastique, du règlement, et puis le traitement des conflits, et notamment la gestion des pasteurs. Dessy ? Alors, le système que décrit Philippe, c'est le système théorique, mais après, dans la pratique, la fréquence des réunions est bien inférieure. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont bien compréhensibles en période de guerre, alors du côté du consistoire, l'assemblée de base, là oui, la réunion est fréquente, quelles que soient les circonstances. En revanche, les synodes provinciaux, déjà, ont du mal à se réunir. Quant aux synodes nationaux, leur fréquence est extrêmement variable. Ils se réunissent finalement assez peu souvent sur un siècle d'existence, entre 1559 et 1659. Ils se sont dû se réunir peut-être en moyenne 1 fois tous les 4 ans au maximum, si on fait une moyenne lycée sur un siècle. 29 fois, je crois. Voilà, peut-être 29 fois, c'est environ tous les 4 ans. Donc on voit qu'on est bien loin, avec des périodes durant lesquelles ils se réunissaient beaucoup plus fréquemment et d'autres durant lesquelles l'espacement est beaucoup plus important. Dans le livre, vous évoquez, de manière comme une nouveauté historiographique d'ailleurs, vous évoquez le modèle consistorial synodal. Quel est son pouvoir, quelle est sa force au fond? Est-ce que même ce système va influencer d'autres pays, au même titre que vous évoquiez tout à l'heure le fait que la Suisse ait influencé la France? Alors un petit mot sur la nouveauté historiographique que vous évoquiez. On parlait jusqu'alors de modèle presbytéro-synodal. Et nous proposons de remplacer presbytéro par consistorial. Pourquoi? Parce que la racine du système, la base du système, ce n'est pas le pasteur, c'est le consistoire, c'est l'assemblée. Et c'est précisément pour mettre en valeur ce système pyramidal d'assemblée représentative. Voilà, ça c'est la force du système, c'est sa représentativité. C'est ce qui lui donne sa puissance, c'est ce qui lui permet aussi de jouer un rôle fédérateur des églises, de leur permettre de communiquer entre elles, de s'organiser, parfois d'avoir des actions coordonnées, et surtout d'être considéré par les autorités comme un interlocuteur, parce que cette représentativité fait d'elle un interlocuteur légitime. Et le modèle ainsi créé sera étendu dans ce qu'on appellera les églises du refuge, puisque on en parlera sans doute, mais lorsque les protestants français ont été persécutés, ils ont été conduits à émigrer vers des puissances protestantes voisines, et lorsqu'ils se sont établis dans ces puissances, ils ont créé des églises et parfois des systèmes synodaux. Voilà, donc on a eu une réplique plus ou moins exacte ou plus ou moins avec des variantes de ce système français. La grande affaire, c'est de garder, de préserver, de développer une unité de vue, de pratique et de doctrine. Ouais, c'est l'essentiel de la tâche des synodes.
Et c'est pour cela que le fait que la monarchie n'autorise pas la réunion régulière des synodats nationaux est un handicap pour les églises réformées. Alors il faut imaginer qu'au XVIIe siècle, nous sommes en plein développement de la monarchie absolue, et encore plus sous le règne de Louis XIV. Et donc un système qui fonctionne par assemblée ne correspond pas du tout au modèle de gouvernement que cherchent à imposer les rois de France, qui ne réunissent plus les États généraux depuis 1614 et qui n'ont de cesse que de réduire au silence les cours souveraines. Quelle est la place du pasteur? Est-ce qu'il y a aussi, vous évoquiez les académies tout à l'heure, est-ce qu'il y a, au même titre que dans le monde catholique, il y a des séminaires, est-ce qu'on trouve des séminaires de pasteurs? Comment se forment, parce que vous décriviez bien le fait qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique, comment un pasteur peut-il se former dans la France huguenote du XVIe, XVIIe siècle? Alors, les premiers pasteurs ont été formés à Genève et à Lausanne par Calvin et Théodore de Bèze. Ils ont été envoyés en France et ensuite, au fur et à mesure que le système huguenot s'est constitué, créé et répandu dans le royaume, ont été créées des académies protestantes dans le royaume de France, dans les bastions véritablement du protestantisme français. Et ce sont ces académies qui avaient pour vocation de former les pasteurs. Il y en a une à Saumur, par exemple, à Montauban. Voilà, il y a plusieurs académies comme ça qui ont été créées et qui avaient pour rôle de former les pasteurs. Vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, ces académies se greffent sur une institution existante qui est le collège, qui est le sorte de premier cycle universitaire. Et l'académie vient couronner ce cycle, donc se surimpose à un établissement existant pour enseigner ce qu'on n'enseigne pas, à savoir ailleurs, à savoir l'hébreu et la théologie. Donc ces académies constituent en fait un cycle spécifique pour la formation des pasteurs. C'est Pierre Viret qui a initié le modèle à Lausanne, qui a ensuite qui a formé Théodore de Bèze, qui est celui qui a créé la grande académie qui sert de modèle à tous, celle de Genève, et qui va créer la première académie en France à Nîmes en 1562, et ensuite à Pau, donc appelée par Jean d'Albret, en 1566. Et donc ensuite on va trouver Montauban, Die, Saumur, comme je disais, et d'autres académies qui ont un rayonnement au XVIe siècle assez important, puisque ne pouvant compter sur peu de théologiens français, eh bien les Huguenots ont fait appel à des théologiens étrangers, à des Hollandais, à beaucoup d'Écossais. Une thèse a été consacrée à ces professeurs écossais et allemands qui viennent enseigner. Et donc, ce qui permet de relier aussi cet ensemble protestant français à un monde protestant plus large et qui sont en général des personnages d'un excellent niveau et qui font de ces académies des établissements qui ont pu former ce fer de lance, en quelque sorte, de la réforme française, tant qu'on ne les a pas trop empêchés de fonctionner et fermés, comme cela va se produire en chaîne dans le courant du XVIIe siècle. Il y a des disputatio dans la tradition médiévale scolastique ou entre ces académies et le monde catholique? Oui, alors il arrive effectivement que des disputes soient organisées entre des pasteurs et des ecclésiastiques ou théologiens catholiques. Ça a existé. Bon, il y a une dispute très célèbre qui met en scène Philippe du Plessis-Mornay, qui était, tout en étant un noble d'épée qui a servi Henri IV sur le plan politique, c'était aussi un théologien. Et il avait affronté le cardinal Duperron, qui était alors seulement évêque d'Évreux, en 1600, lors d'une célèbre dispute sur l'Eucharistie. Et parce que du Plessis-Mornay avait publié un traité de l'Eucharistie dans lequel il traitait le pape d'Antéchrist et dans lequel, effectivement, il remettait en cause la messe, bien sûr, comme le font les calvinistes, mais de manière très violente. Et donc cette dispute, en présence du roi Henri IV, avait opposé du Plessis-Mornay à Duperron, et elle s'était terminée par la victoire de Duperron, parce qu'à l'époque, Henri IV voulait plaire au pape, et donc il avait sacrifié son conseiller
sur l'autel de sa réconciliation avec le pape. Voilà. Non, mais il y a eu comme ça toute une série de disputes, effectivement, qui ont existé au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Alors, formation des pasteurs, mais aussi formation des enfants, hein. Luther avait écrit un sermon sur la nécessité de mettre les enfants à l'école. Il y a des écoles, des petites écoles pour les enfants? Oui, il y a des petites écoles pour les enfants. Elles sont organisées en général dans le cadre des communautés, des villes plutôt. Et ensuite, dans les villes, on a les collèges qui leur permettent d'apprendre le latin et de se former. C'est une sorte de premier cycle universitaire en quelque sorte. C'est un phénomène, on le voit, c'est un phénomène urbain au fond, la réforme. Oui, c'est un phénomène qui est terriblement urbain. On a d'ailleurs beaucoup de villes importantes, hein, notamment dans ce fameux croissant réformé, qui passent à la réforme, desquelles même le culte catholique est complètement chassé, dont les municipalités sont contrôlées par les réformés et de manière durable, hein, jusqu'au XVIIe siècle. On pense à La Rochelle, évidemment, on pense à Montauban, à Nîmes, à Montpellier. On a ces bastions, ces véritables bastions urbains du protestantisme, effectivement, qui existent dans la France du XVIe siècle et du début du XVIIe. Alors, il y a une institution que nous n'avons pas évoquée. Vous-même, Hugues Dossy, vous y avez consacré un chapitre. Ce sont les assemblées politiques des Huguenots. Quel est le rôle de ces assemblées? Est-ce qu'on pourrait les considérer ou est-ce qu'elles étaient considérées comme une forme d'État dans l'État? Parce qu'au début de l'émission, hein, on a parlé de cette question du loyalisme et c'est absolument essentiel. Oui, alors là-dessus, il faut être très clair. Les réformés n'ont jamais voulu créer un État huguenot. C'est quelque chose qui leur était souvent reproché. Richelieu lui-même a voulu jouer sur cette ambiguïté constituée par la structure même des institutions huguenotes. Je vais y revenir dans un instant. Mais en fait, les huguenots n'ont jamais voulu créer d'État dans l'État. Ils ont simplement voulu se doter d'institutions qui leur permettaient de se mettre en défense. Surtout dans des régions, celles du Sud, dans lesquelles les communautés étaient nombreuses, où il fallait les protéger, les assemblées politiques qui ont été mises en place avaient pour rôle d'organiser la défense, de faire relever les fortifications des villes, de trouver des financements, de lever des troupes, bref, d'être une sorte de ciment, hein, qui permettait aux communautés de s'organiser. Et ensuite, le système qui était essentiellement méridional pendant les premières guerres de religion s'est peu à peu étendu à l'échelle du royaume. Et c'est pour ça que nous avons des assemblées politiques à partir de la fin du XVIe siècle, dans lesquelles siègent des députés venus de toutes les provinces du royaume dans lesquelles les réformés sont présents. Donc c'est un système politique qui est d'abord destiné à la mise en défense et qui peu à peu, par la suite, devient une sorte d'interlocuteur de la monarchie. Ces assemblées politiques qui sont représentatives, qui ont vocation à représenter l'ensemble des réformés du royaume, envoient des députés auprès du roi, qui portent des cahiers de doléances au roi. Le roi répond et ainsi s'engage un dialogue. Est-ce qu'on peut résumer, parce que évidemment on ne peut pas, on pourrait consacrer une émission entière à l'histoire des relations entre la couronne et les protestants, mais on a fait une émission sur les guerres de religion. Quelle est au fond la relation, le type de relation dominante avec la couronne? Est-ce qu'on vit toujours en tension tout au long de ces siècles du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, où il y a des périodes de pacification, des périodes où la couronne est plus davantage ouverte, plus tolérante, même si la tolérance, vous l'aviez dit lors de l'émission consacrée aux guerres de religion, le terme de tolérance tel qu'on le conçoit aujourd'hui est différent du terme de tolérance tel qu'on le concevait à l'époque. Alors cette question, il faut la nuancer aussi géographiquement. Dans les zones minoritaires, je crois qu'il n'y a jamais eu de moment de tolérance. Elles sont quand même beaucoup trop exposées à la monarchie, mais aussi à l'environnement catholique, hein, parce qu'au début du XVIIe siècle, la contre-réforme fait les premiers pas en France, et son ambition, c'est de reconquérir les territoires perdus et de convertir les hérétiques. Dans les bastions sud que je connais mieux, il y a peut-être deux périodes d'accalmie. La première période d'accalmie, c'est quand même la période de l'édit de Nantes, même si
difficile à mettre en place et avec des réticences des deux côtés. Les années 1600-1610 sont des années de reconstruction de la France après la guerre de religion et un moment durant lequel les assemblées protestantes se réunissent régulièrement et on envisage de vivre pacifiquement, même dans la confrontation religieuse, mais de vivre pacifiquement. Et puis le deuxième temps, mais qui a été très bref, c'est le moment de la Fronde, parce qu'à ce moment-là, les protestants sont restés fidèles au roi. Ils ne se sont pas révoltés comme dans les décennies précédentes. Et ils ont pensé que cette fidélité au roi allait leur assurer une confiance supplémentaire. Et même parfois, certaines églises regrignotent un peu de terrain perdu. Mais c'est très bref, hein, parce que le roi triomphe de la Fronde, et puis au même moment, de l'autre côté de la Manche, se produit un événement qui va être terrible pour les protestants français, c'est l'exécution du roi d'Angleterre, et qui va créer une forme de peur. Plus une forme de rejet, et qui va associer justement les protestants à des monarchomaques et à des républicains. Donc l'exemple de Cromwell est terrible pour les protestants français, et bien entendu la controverse catholique va appuyer énormément sur cet aspect, et on va dire que là je crois que c'est le début de la fin de l'acceptation des protestants au sein du Royaume de France. Avec la révocation de l'édit de Nantes, hein, parce que je regarde leur tournée, la révocation de l'édit de Nantes, c'est véritablement un tournant négatif. Est-ce que au XVIIIe siècle, malgré tout, les Huguenots arrivent à vivre, à revenir, parce qu'il y a tout ce mouvement qui est un mouvement d'émigration? Alors oui, avec la révocation, il y a un mouvement d'émigration massif, on appelle ça le grand refuge, hein, c'est-à-dire c'est le moment où plusieurs centaines de milliers de protestants français vont émigrer vers l'Angleterre, vers l'Empire, vers les Pays-Bas. Mais il reste quand même des protestants en France, même si Louis XIV pensait qu'il n'y en avait plus. Hein, on lui faisait croire qu'il n'y en avait plus, ce qui l'avait conduit à révoquer l'édit de Nantes. Il en restait quand même encore quelques centaines de milliers, qui vivent dans la clandestinité d'abord, et qui petit à petit s'organisent dans la clandestinité, remettent en place des institutions et recommencent à fonctionner. Donc effectivement, fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, on a cette remontée en puissance des communautés réformées, de manière d'abord discrète, puis moins discrète, qui leur permet de se reconstruire et de reprendre finalement les institutions qui existaient avant la révocation, en les adaptant parfois, hein, mais avec une nouvelle dynamique. Comment vivent ces protestants français à l'étranger? Est-ce qu'ils ont une influence même sur le milieu dans lequel ils se trouvent? Alors tous les protestants qui émigrent ne réussissent pas. Hein, on sait que beaucoup d'abord n'ont pas atteint leur destination, hein, en raison des arrestations. Et lorsqu'ils arrivent, on a un flot de réfugiés dont parfois certaines villes ne savent plus que faire et les renvoient vers la ville suivante, etc., hein, jusqu'à jusqu'en Allemagne, hein, où ils seront accueillis par les lecteurs de Brandebourg. Et puis même en Angleterre, ceux qui partent en Angleterre sont accueillis au début, et puis ensuite, l'Angleterre a un trop-plein de réfugiés huguenots et va les envoyer vers ses colonies américaines. Et donc on va voir ce système consistorial, synodal, adapté, qui va se développer dans ces colonies, dans ces groupes, ces églises françaises en Amérique. Donc il y a des échecs dans le trajet, des échecs dans l'adaptation, et puis de très belles réussites. Certains qui vont faire fortune dans le commerce, parce que certains ont pu anticiper, des marchands ont pu transférer déjà des fonds et s'installer et prospérer, d'autres ont fait fortune par eux-mêmes, et puis d'autres se sont distingués par aussi leur niveau intellectuel et par les ouvrages qu'ils vont produire, notamment pour
décrire ce qu'ils ont vécu et condamner ce qu'ils ont vécu, et donc œuvrer en quelque sorte pour la liberté de conscience et critiquer bien entendu la tyrannie des rois qui ne la respectent pas. Et ce milieu intellectuel joue un rôle très important dans le développement de cette idée de tolérance, et aussi indirectement contre la France, parce que c'est quelque chose qui va agiter les souverains étrangers et exciter leur animosité contre la France. Et vous savez que dans la guerre de la guerre de l'Île d'Augsbourg, donc qui se situe juste après la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, la France va être opposée à l'ensemble des pays européens. Et un des grands espoirs des Huguenots, c'est qu'à l'issue de cette guerre, la France vaincue, le roi de France vaincu, rétablisse l'édit de Nantes enfin. Ce qu'il ne consentira jamais. Et il faudra attendre un début de liberté en 1787, un siècle plus tard. C'est un parcours très difficile de clandestinité et d'exil que connaissent les Huguenots français au XVIIIe siècle. Exil, refuge, vous évoquez le nom de refuge, mais il y a aussi une église du désert. L'église du désert, c'est celle qui est restée sur place. Là, c'est une clandestinité totale ? Oui, ces églises du désert sont celles qui s'organisent dans le royaume. Alors, on retient des synodes. Il y aura 8 synodes du désert, des synodes nationaux du désert, qui se tiendront... Ils se qualifient eux-mêmes d'église du désert ? Oui, du désert, pour reprendre Moïse et la longue traversée des Hébreux. Voilà, donc c'est une analogie, puisqu'on fonctionne beaucoup par analogie vétérotestamentaire chez les protestants français. Donc ils se voient traverser les affres et donc se qualifient d'église du désert. Ils sont organisés, mais de manière clandestine, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de réunion publique visible parce qu'on craint la répression. Et on remet en place des pasteurs, des consistoires, on refait fonctionner la discipline ecclésiastique, qui est le recueil des règles selon lesquelles on doit organiser et vivre. Il y a des communications entre cette église du désert et l'église du refuge, enfin le refuge ? Oui, on met en place il y a des relations qui sont entretenues de manière assez étroite, par voie évidemment de correspondance. Et puis il y a des délégués qui sont désignés pour être comment dirais-je, le lien établi entre les églises du désert et les églises du refuge. Antoine Court va jouer ce rôle à un moment donné, puis Benjamin Duplan. Ce sont 2 personnages qui vont remplir ce rôle de délégué auprès des églises du refuge. Est-ce que le protestantisme est considéré comme étant à l'origine de la Révolution française, comme étant une des sources de la contestation du pouvoir monarchique à terme, du fait précisément de la révocation de l'édit de Nantes et de leur sort ? Non, je crois que ça serait aller très vite que de dire cela. Ce qui est certain, c'est que dans la réflexion politique qui a été conduite au moment de la Révolution française, mais on pourrait penser aussi à la Révolution américaine, dans une même dynamique, ou même les révolutions anglaises du XVIIe siècle, on a un peu des théories monarchomaques qui se retrouvent avec cette idée de souveraineté du peuple. Parce que dans les théories monarchomaques, selon les théories monarchomaques, ce n'est pas le roi qui détient la souveraineté, c'est le peuple. Alors attention, c'est le peuple représenté par les États généraux, et puis il n'a pas cette souveraineté, j'allais dire de manière naturelle, elle lui est donnée par Dieu. Dieu donne la souveraineté au peuple qui en délègue l'exercice au roi. Là, évidemment, on n'est plus là-dedans du côté des révolutionnaires, mais Dieu disparaît. Mais quand même, cette idée de souveraineté du peuple, c'est quelque chose qui émerge déjà au sein de la pensée protestante. Philippe Charer, peut-être un dernier mot, parce qu'il reste 2 minutes 30. Au fond, ce qui est supprimé renaît toujours quand il y a une minorité persécutée. Dans l'histoire, à un moment, elle revient, non pas par la petite porte, mais elle est bien là et elle se développera de nouveau. Le protestantisme français se développera de nouveau tout au long du XVIIIe siècle.
Alors on va dire qu'il résiste tout au long du XVIIIe siècle, parce que quand on regarde la démographie, il y a des zones de recul. Les zones minoritaires vont reculer, mais les bastions que l'on a vus vont au contraire résister. On a parlé de grands personnages comme Antoine Court, des églises qui vont intervenir auprès des pouvoirs civils en réclamant deux choses. La liberté d'état civil et la liberté de culte. Autant de deux éléments qui vont être portés au sein de la Révolution française et qui vont faire que Rabot-Saint-Étienne va en être les inspirateurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc malgré tout, il y a une influence intellectuelle, même s'il n'y a pas d'esprit révolutionnaire à proprement parler? Oui, parce que les penseurs réformés ont joué un grand rôle au moment des événements des années 1780. Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils étaient protestants qu'ils ont joué un grand rôle, on va dire, mais il y avait au sein des protestants français certains esprits qui ont joué un rôle important dans les idéaux révolutionnaires. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez dirigé, La France huguenote, histoire institutionnelle d'une minorité religieuse, 16e, 18e siècle, paru aux presses universitaires de Rennes. Un ouvrage absolument magnifique, richement illustré avec de très nombreuses cartes. Je vous encourage à aussi écouter l'émission si vous ne l'avez pas vue, l'émission enregistrée avec vous, Hugues Dossy et Jérémy Foa, qui est un de vos collègues, qui était consacré aux guerres de religion. Je crois que nous avons fait aussi une émission sur Henri IV et une émission sur l'édit de Nantes. Et si vous aimez l'histoire vraiment énormément, n'hésitez pas à vous rendre chez notre partenaire Storia Voce, plus de 600 émissions en podcast entièrement gratuits. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs. Je n'oublie pas KTO Radio pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'émission Au risque de l'histoire. Parce que